Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique sur JMTV+. Elle est une femme qualifiée de femme de caractère. Elle a refusé la fatalité. Elle est une femme entrepreneuse et surtout entreprenante. Femme politique désormais, elle, c'est Deza Nguemborg, qui est candidate aux élections législatives françaises des 12 et 19 juin, donc dans quelques jours, dans la 10e circonscription de Paris. Bonjour Deza, comment allez-vous? Bonjour Jackie, merci beaucoup de m'inviter ici. Je vais très bien. Bon, votre première sur JMTV+, j'aurais aimé vous avoir en présentiel, mais bon, la technologie a évolué aujourd'hui, on peut la faire comme ça aussi, n'est-ce pas? Avec plaisir. Alors, déjà, vous naquîtes au Cameroun, vous m'arrêtez si je me trompe, hein? Vous naquîtes au Cameroun, je ne dirai pas en quelle année, vous nous direz si vous le souhaitez, d'une famille de 12 enfants. Vous avez affronté beaucoup de chocs, comme vous le dites, votre premier choc est votre handicap. Euh, Votre vie privée, je ne vais pas y rentrer, vous le direz si vous le souhaitez. Ce que nous retenons, c'est que vous êtes surtout une entrepreneur sociale depuis 17 ans et vous êtes parisien depuis plusieurs années. La première question qui s'impose, pourquoi avoir choisi d'embrasser la politique? Alors, c'est une question super intéressante parce que je n'ai pas embrassé la politique, je dirais plutôt que la politique m'a embrassé parce qu'elle s'invite dans nos vies au quotidien, elle s'invite dans nos télévisions, elle s'invite dans nos assiettes, elle s'invite dans notre santé, elle s'invite, mais dans toutes les choses de notre quotidien. Donc, à un moment donné, si on ne se décide pas de faire quelque chose, on va subir. Et donc, j'ai refusé de subir, de continuer de subir, parce que depuis quelques années maintenant, on ne fait que subir les décisions politiques qui vont à l'encontre de nos préoccupations essentielles. Et donc, au soir du 24 avril, du second tour de la présidentielle, j'ai vu un taux historique d'abstention en France qui, pour moi, annonce la mort de la démocratie. Et c'est ce qui m'a vraiment décidé le 25 à me dire soit je reste en France, je retrousse les manches, je fais quelque chose, ou alors je prends un billet d'avion et je quitte la France pendant un certain temps. Puis la décision de rester là s'est imposée à moi. Ce qui Voilà. plaît beaucoup à certains, je vois Zemmour et Le Pen seraient très contents de vous voir quitter la France. Hein. Je ne leur ferai absolument pas ce plaisir. Alors, on peut rire de tout, n'est-ce pas, déjà? Absolument. Que, On peut. que répondriez-vous à ceux qui diraient que Damien Abad, désormais ministre, bien que contesté par les femmes, vous a inspiré? Abad ne m'a pas inspiré dans la mesure où il est plutôt du côté droit et moi je suis plutôt du côté gauche. Donc je suis quand même, j'ai tweeté lorsqu'il a été nommé ministre, j'ai envoyé mes félicitations parce que c'est important aussi aujourd'hui d'avoir des personnalités qui représentent l'ensemble de la population française et les personnes en situation de handicap n'avaient pas réellement de personnes qui les représentaient. Il y a toujours eu des porte-paroles. Ça veut dire que des personnes qui portent la parole des personnes handicapées sans être concernées elles-mêmes directement par le handicap. Donc, j'avais trouvé cette nomination super intéressante dans ce sens. Alors, je vais vous confier quelque chose que vous ne savez pas. Mon dernier reportage, donc, ce qui ressemble à une thèse de sortie d'école de journalisme, portait sur le handicap. Je l'avais intitulé Handicap entre loi et réalité. À l'époque, Jacques Chirac, président de la République, faisait de cela la cause, une cause nationale. Ah, c'est une bonne information que vous m'apprenez. Donc, à l'époque, Marie-Anne Monchot était secrétaire d'État au handicap. Je peux vous dire que j'ai appelé son cabinet pour l'interviewer. Je me suis fait emballer, engueuler. J'ai toqué aux portes des entreprises dans la région parisienne. Aucune, je dis bien aucune n'a voulu m'ouvrir les portes. Je voulais aller vérifier si les 6% imposés par la loi de personnes handicapées sont vraiment implémentés. La GFIP m'a ouvert ses portes à Bagneux. Bon, on m'a montré quelques postes handicapés quelque part ici à Montreuil, mais ceux que je voyais comme présentés comme des personnes en situation de handicap tenaient bien droit, plus droit que la lettre I. Donc, je me suis dit, de qui se moque-t-on dans ce pays? Finalement, c'est en Haute-Marne, à Chaumont, qu'une entreprise m'avait ouvert ses portes. Il faut dire que la question du handicap, on en parle plus qu'on ne la traite dans ce pays. Qu'en pensez-vous? Je partage votre avis, mais je souhaite juste revenir sur le fait que
le handicap n'est pas forcément un handicap visible. On peut avoir des personnes droites comme I, comme vous l'avez dit tantôt, qui pourtant sont en situation de handicap parce qu'on a 80% de handicap invisible. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que, OK, il y a une loi qui impose le 6% de travailleurs handicapés. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ne font pas, ne suivent pas la loi, ne respectent pas la loi, préfèrent payer la taxe à la GFIP, comme vous le disiez tout à l'heure. Par contre, celles qui embauchent des personnes handicapées, ce sera aussi intéressant d'aller voir où sont ces personnes handicapées dans ces entreprises. Qu'est-ce qu'elles font? Au bout de 10 ans, est-ce qu'elles ont évolué d'un poste à un autre? Quel est leur niveau aujourd'hui de salaire? Est-ce que ce salaire a évolué? C'est autant de choses qui, pour moi, sont super intéressantes à aller creuser pour non pas seulement faire les quotas, mais accompagner les personnes dans leur évolution de carrière pour qu'elles s'épanouissent comme toutes les autres personnes. Voilà le combat qui est le mien. Vous comprenez pourquoi les entreprises en région parisienne, du moins celles que j'ai sollicitées, n'ont jamais voulu m'ouvrir les portes. Je comprends parfaitement. Parce que moi-même, j'ai voulu faire une enquête sur l'évolution des carrières des personnes qui avaient été embauchées. Ça a été très compliqué. Heureusement, j'ai des personnes qui ont elles-mêmes spontanément répondu à l'enquête, ce qui m'a permis d'avoir un aperçu de ce qu'il en est exactement. Très bien. On ne fait pas une émission sur le handicap, mais je veux quand même donner cette information. À l'époque, en 2004-2005, la Cotorette des Yvelines, on n'y trouve pas une seule place pour handicapés aménagés. De deux, le député maire de la ville de Montier-le-Bretonneux, porteur du projet de loi sur le handicap à l'Assemblée nationale, dans sa vie, il n'y a même pas de rampe permettant aux personnes en fauteuil roulant d'accéder aux bâtiments officiels. Je vais m'arrêter là et on va poursuivre. Vous comprenez à quel point c'est un peu d'hypocrisie. Bon, vous dites dans votre profession de foi, Désiré Nguema ceci, soyez le changement que vous voulez voir. Quels sont ces changements-là que vous souhaitez voir? Alors, c'est super intéressant parce que moi, j'ai une vision de la société. J'ai travaillé comme entrepreneur social depuis 17 ans. J'ai porté sur mes épaules la question de la justice sociale, la question de l'inclusion et la question de l'accessibilité. Maintenant, en tant que femme politique, je n'ai pas envie d'imposer ma vision à mes électeurs et mes électrices. J'aimerais écouter mes électeurs et mes électrices pour comprendre ce qu'elles vivent au quotidien, pour comprendre quelles sont leurs préoccupations les plus essentielles. Et c'est à partir de cette base que je vais construire mon programme. Donc, c'est un programme